Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grands lombriques, hein, ce qu'on appelle la faune anécique. Ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers. Ils ne sont pas comme la faune épigée ou la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries. Toutes les nuits, ils sortent. Ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir rentrer dedans s'il y a un prédateur. Et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile et ils passent leur temps parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turicule. Et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium. Donc ils remontent de l'argile, et ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus, et il se trouve que les argiles sont négatifs, les humus sont négatifs, et le calcium est un ion qui a 2 charges positives. Donc une charge positive va attacher l'argile et une charge positive va attacher l'humus. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la Terre. Le premier scientifique qui va s'y intéresser, c'est Darwin. Darwin va être le premier à donner une échelle des restes humains. Hein, parce que si vous faites des profils, vous verrez que les pierres taillées, on les trouve en profondeur, puis les mosaïques romaines, puis les restes du Moyen-Âge. Ce n'est pas parce que les hommes de la pierre taillée vivaient sous terre, hein, ils vivaient comme nous à la surface, mais c'est les vers de terre qui ont enfoui tous les restes humains. C'est pour ça que les archéologues passent leur temps à creuser des trous. C'est de la faute des vers de terre. Et en fait, Darwin a une idée très bonne. Il a mesuré la quantité de terre. Un ver de terre rejette son poids de terre tous les jours. Il a calculé simplement les distances qu'il y avait entre les restes humains. Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on racontait à l'époque. Hein. C'était la Bible, hein. C'était 5000 ans, la création de l'humanité. Donc, M. Darwin a été très prudent pour ne pas avoir la religion sur les bretelles. Mais il a montré que c'était beaucoup plus ancien qu'on croyait. Hein. Si vous mettez, par exemple, un pas japonais dans votre jardin, vous verrez que votre pas japonais va disparaître. C'est les vers de terre qui vont l'enfouir progressivement. Hein, souvent, quand je suis sur le terrain avec les acteurs me disent « Oh là là, j'ai mes cailloux qui remontent ». Alors je leur explique que le vol lourd des cailloux dans la plaine, ça n'existe pas. C'est jamais les cailloux qui remontent, c'est toujours la terre qui s'en va. Hein, donc ne faites pas de mauvaises interprétations. Alors comment nous avons fait pour tuer nos sols? On a violé ces lois fondamentales. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pouvez violer les lois humaines. Si vous faites choper par la police, vous irez en tôle. Mais ce n'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là c'est très grave. Alors comment on a fait pour tuer les sols? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue. Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, c'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Ah, les mecs, ils bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils n'en peuvent plus. Hein. Donc, ils bousillent les sols, on les retourne. En première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Tous les paysans qui ont eu l'occasion de planter un piquet dans le sol le savent, quand ils sortent le piquet, la pointe du piquet est intacte et le piquet est complètement rongé sur les premiers centimètres. Donc quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900, ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous avons 5 à 6 tonnes de paille en France et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par 2 notre matière organique alors qu'on a multiplié par 2 les pailles. Pourquoi? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où vous enfouissez, c'est fini, vous ne ferez plus jamais d'humus. Heureusement d'ailleurs pour la ville de Venise qui repose sur des piliers de bois, ces piliers de bois sont sous l'eau en anaérobiose et aucun champignon ne peut les écrouler. C'est pour ça que la ville est toujours là. Donc première erreur, enfouissement de matière organique. Et le nombre de gens que je vois en mettre du compost avant de planter un arbre passent leur temps à faire cette erreur qui est une erreur fondamentale contre les lois universelles. Deuxième erreur, on apporte les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques? Ils stimulent les bactéries. Or les bactéries elles sont minéralisatrices, elles ne font pas d'humus, elles minéralisent. Et les bactéries elles se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre en 1950 à l'hectare à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vers de terre? Les vers de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les vers de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., eh bien l'argile n'est plus attachée. L'argile s'en va, les rivières se chargent de boue dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques, c'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer.
Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille avec des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partie du club des 100 quintaux, ils roulaient des caisses. À l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux, donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux et les mêmes agriculteurs font plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. Ce n'est pas la peine d'avoir une Ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, il vaut mieux avoir une 2 chevaux. Hein, donc ça, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, ils ne valorisent plus la génétique de leurs plantes. Et on sait que cette génétique est valable, puisque récemment, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur un sol qui n'avait jamais été labouré, jamais touché, et ils ont fait 162 quintaux en semi-direct, et ils ont fait 152 quintaux en labour. Donc ça montre que le potentiel génétique est bien existant, mais c'est nos sols qui sont à genoux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire une agriculture durable? C'est reconnaître que la propagande des multinationales, et de la propagande, ce n'est pas de la science, il va falloir remettre de la science dans l'agriculture. Or, l'agriculture n'a plus de science depuis 50 ans, elle n'a que de la technique, elle n'a que des produits chimiques, elle n'a que des grosses machines, c'est-à-dire qu'elle fait tourner le business agro-industriel. Mais cette agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes, elle est là pour enrichir l'agro-industrie. Or, le problème qu'on a maintenant avec 7 milliards d'individus, c'est qu'il va bien falloir se décider à nourrir les hommes. Et nous avons maintenant 1 milliard d'hommes qui souffrent de la famine. Donc la révolution verte, c'est un échec total. Le problème, c'est que cette société qui est obsédée par le profit ne veut pas reconnaître ses torts. Elle ne veut pas reconnaître que la révolution verte est responsable de la famine d'1 milliard de personnes, c'est-à-dire autant d'habitants qu'il y avait en 1800 sur cette planète. Donc il va falloir changer complètement notre agriculture. Il va falloir, à mon avis, dissoudre des sociétés comme Monsanto, Novartis et compagnie, qui sont des assassins. Il va falloir qu'on crée une espèce de justice internationale sur le crime contre la vie. Ils sont des criminels contre la vie, ces gens-là. Hein, ils ont tué. Enfin, moi, l'activité biologique des sols que je mesure, elle ne cesse de baisser depuis que je la mesure. Je la mesure depuis 89, est en baisse constante. Et quand je compare avec les chiffres du début de 1900, nous avons perdu à peu près 90% de notre activité biologique. Et en particulier, les grands disparus, c'est les champignons. Les champignons ont complètement disparu avec les engrais chimiques. Or, c'est eux qui font les humus. Et depuis qu'il n'y a plus de champignons, vraiment, les sols vont très très mal. Et c'est pour ça, là, tout à l'heure, vous parliez du BRF. Pourquoi le BRF a un effet tellement spectaculaire sur la relance de la vie des sols? C'est que vous apportez de la lignine. C'est vous redonnez cette substance que seuls les champignons sont capables d'attaquer et vous remontez le C sur N. C'est-à-dire vous remontez le rapport carbone-azote. L'agriculture n'a pas besoin d'azote, elle a besoin de carbone. C'est ça que les agronomes n'ont toujours pas compris. Comme les agronomes ignorent tout de la vie des sols, la chaire de microbiologie des sols à l'agro a été fermée en 86. Là, vous avez devant vous un fossile vivant. Des microbiologistes des sols, on n'en fabrique plus en France. Vous avez 150 agros qui sortent de la boîte, ils ne connaissent rien des cycles microbiens. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils ne savent pas distinguer un basidiomycète d'une bactérie ou d'un actinomycète. Ils ne savent pas que les rôles sont complètement différents. Donc si on veut remettre de la vie dans les sols, il va bien falloir qu'on mette de la science et qu'on arrête d'inventer des modèles artificiels type révolution verte, de donner le prix Nobel à un mec qui a ruiné 300 millions d'hectares de sol avec sa révolution verte. C'est pas ça le but. Le but, c'est de remettre de la science pour qu'on puisse à nouveau regarder les sols comme ils sont. Parce que le grand livre, c'est la nature. C'est pas derrière un ordinateur qu'on découvre le fonctionnement d'un sol. C'est en faisant des trous. Avec Lydia, on en a fait plus de 12 000 à travers la planète, depuis l'altiplano des Andes, en passant par les sols norvégiens et les sols d'Amérique et de Bornéo. Les sols, on sait comment c'est, parce qu'on en ouvre et qu'on regarde la faune, on regarde les racines. Mais c'est plus que font les agronomes. Voilà, je vais essayer de raccourcir. Je vous remercie pour votre attention.